Le shekel et la bourse commencent à se stabiliser. Et comme attendu, le ministère des Finances a proposé un plan bien plus généreux pour dédommager la population. Nous retrouvons tout de suite notre invité, Daniel Guggenheim. Vous le connaissez, il est docteur en économie et il va nous faire un point sur la situation. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va parler tout de suite d'un sujet important. C'est la 4e semaine de la guerre. Donc, où en est la santé économique d'Israël ? Tout à fait. Alors, on peut résumer par un titre, ça va mieux. Il y a une amélioration constante, légère mais constante, depuis le début de la guerre. Comment on le voit ? Une des premières choses qu'on voit, et qu'on le sait, c'est par les dépenses des Israéliens. La plupart des dépenses des Israéliens, comme on le dit souvent, comme on l'a expliqué ici, se fait par carte de crédit. Or, chaque semaine, on sait exactement où et combien les Israéliens ont consommé de cette façon-là en Israël. Alors, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur la consommation des Israéliens ? Donc, justement, dans une semaine normale en Israël, en 2023, de consommation, c'est 9 milliards de shekels. Au début de la guerre, autour de 6 milliards. Maintenant, on est déjà à 7 milliards et demi, c'est-à-dire 15% en plus du début de la guerre. Plutôt encourageant. C'est encourageant, voilà. Ça veut dire qu'on reprend à consommer et... par exemple, je vais donner 2 exemples. Celui de l'habillement, en première semaine, autour de 200 millions de shekels. Déjà maintenant, on est autour de 400 millions de shekels à la 3e semaine. Donc c'est réellement, même dans des choses qui sont un peu moins nécessaires, les gens réachètent. C'est important pour les gens de ce secteur, pour les entreprises de ce secteur. Et dans les cafés aussi, on revient dans les cafés. 50 millions la première semaine, et maintenant on est déjà à 120 millions de shekels la 3e semaine. Donc, et sans doute la 4e semaine, ça sera encore mieux. On n'a pas les chiffres, bien entendu, puisqu'on est au milieu. Mais donc, ça, c'est des choses encourageantes. Alors ça, c'est la consommation. J'imagine qu'il y a des répercussions aussi. Cette guerre doit en avoir sur les sociétés, sur certains secteurs qui doivent être plus touchés que d'autres. On est où exactement ? Le secteur, par exemple, de l'immobilier est très touché. On sait que, d'abord, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là-bas qui ne le font pas parce que soit ils venaient de Gaza, soit même de Judée-Samarie. Et donc ça, maintenant, il n'y a pratiquement pas de main-d'œuvre de ça. Et tout ce qui est aussi des étrangers, comme on a parlé souvent dans l'agriculture, beaucoup ont parti. On parle de 7 000 sur les 40 000 qui étaient. Et donc... il y a un problème pour l'immobilier, comme on le dit, de main-d'œuvre. Maintenant, ce n'est que récemment que les chantiers ont commencé à reprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble des secteurs de ce qu'on sait ? On voit d'abord que les licenciements secs, c'est-à-dire les gens qui sont renvoyés, est le double au mois d'octobre que dans un mois normal. Dans un mois normal, on a 20 000 personnes à peu près qui sont licenciées. Et au mois d'octobre, d'après les chiffres que j'ai vus, on est à 40 000 personnes qui ont été licenciées. Donc ça fait combien en pourcentage ? On a des chiffres ou pas ? C'est le double d'habitude. On a... combien c'est sur... On était au plein emploi, autour de 3% avant la crise. J'ai pas vu les chiffres exacts après. Ça a augmenté, bien sûr, le chômage a augmenté. Maintenant, il y a une grande partie des gens qui ne sont pas été mis en chômage sec, c'est-à-dire en licenciement sec, mais dans ce qu'on appelle chelat en hébreu, c'est-à-dire congé non payé. Et c'est congé sans solde. Congé sans solde. C'est une façon pour l'entreprise de ne pas se séparer vraiment de son employé. Et bien entendu, c'était aussi parce qu'on en parlera après, ils pensaient que le gouvernement aiderait les gens qui ont été mis en congé sans solde à recevoir tout de suite un salaire comme si c'était l'entreprise qui c'est pas tout à fait le cas. Et d'ailleurs, ça nous amène au deuxième sujet. Oui. Il y a eu un plan d'aide économique. On en avait parlé la semaine dernière. Mais là, apparemment, ça a un peu grogné. Et l'État a pris conscience quand même de la situation catastrophique pour de nombreux Israéliens. Et il a revu sa copie à la hausse. Tout à fait. Le premier plan, la mouture, parlait d'une dépense pour l'État de 4 milliards de shekels à peu près. Or, j'avais dit déjà qu'il y a 19 milliards de shekels qui, de toute façon, dans le budget, étaient réservés à ça. Donc, j'avais déjà dit la semaine dernière que, en fait, c'est sûr que ça monterait.
après une semaine, et vu le tollé que ça a fait de toutes parts, le Trésor, le ministère des Finances a présenté un second plan bien plus généreux, et on est passé maintenant de 4,5 à 9 milliards de shekels. Qui vont être donnés sûrement aux indépendants ou aux gens qui étaient dans le sud et qui ont tout perdu. C'est à ces populations-là, j'imagine. Alors, c'est très important votre question parce qu'elle permet de bien de donner les contours. D'abord, pour les gens qui sont dans les 7 kilomètres, que ça soit dans le nord ou dans le sud, qui ont dû partir, etc., là, c'est du 100%. Ils seront, de toute façon, la loi le dit. Indemnisés à 100%. Ceux qui sont un peu plus loin, 20 km, vous savez, ça concerne des villes du sud comme, je crois, Ashkelon ou des choses comme ça, Ofakim et des endroits comme ça où il y a quand même beaucoup plus de population et beaucoup plus de gens indemnisés. C'est en discussion pour savoir s'ils recevront 100% ou pas. D'accord. Maintenant, pour tout l'ensemble du pays, puisqu'il y a beaucoup de gens en Milouim, on a déjà parlé, il y a beaucoup moins de consommation. Il y a des gens en Milouim, il y a des gens en Khalat, voilà. Alors, qu'est-ce que l'État, en gros, dit ? À partir du moment où il y aura une baisse de 25% du chiffre d'affaires, et elle le sait rapidement parce qu'on le voit dans la déclaration de TVA, par rapport à l'année dernière. Donc, on va faire octobre donc 2023. Ça pour les indépendants. Oui, pour les entreprises aussi, les entreprises, bien sûr. Alors, on dira la chose suivante. Vous serez indemnisés. Comment ? D'abord, vos salariés que vous avez accepté de garder et de payer normalement, moi, je participerai à 75%. Au lieu des 60% de leur salaire, donc c'est pas mal. Beaucoup. Ensuite, ça, c'est une chose. Pour les, vous recevrez ce qu'on appelle un ma'anak. Tout le monde recevra un ma'anak. Ça veut dire tous les entreprises, tous les indépendants qui ont donc eu cette baisse de 25% de leur chiffre d'affaires. Ce ma'anak correspondra bien sûr suivant la taille de l'entreprise, suivant exactement. Mais ça pourrait aller jusqu'à des sommes assez importantes. Combien en moyenne pour les petits, ça sera au moins du 2000 shekels, c'est ce que j'ai vu quoi. Donc ça c'est quand même une certaine aide. Maintenant, point de vue du salarié lui-même, il a été décidé la chose suivante. D'habitude, quand quelqu'un est mis en congé sans solde, chelat en hébreu, alors il n'a pas le droit tout de suite à toucher le chômage. Il doit attendre 5 jours. Après, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas mettre normalement quelqu'un en congé non payé moins de 1 mois, parce que c'est pour éviter ça, c'est pour éviter des jeux avec l'emploi. Mais là, c'est évident. Vu la situation catastrophique, les délais ont été annulés. Et en plus, le ministère des Finances va aller très vite, parce qu'il a dit que déjà cette semaine, ça sera voté à la Knesset en première lecture, et son intention est que la semaine prochaine, parce qu'on peut faire des choses rapidement, ça sera déjà mis en place. Donc, en novembre, d'après ce que je comprends, déjà les salariés, les indépendants des entreprises verront déjà de l'argent. Bon, c'est déjà sans compter d'ailleurs que ceux qui sont en Milouim vont recevoir 25 ou 50% de plus que d'habitude, et ils vont le recevoir pas avant la fin des Milouim comme d'habitude, mais à la fin du mois d'octobre, déjà, vous allez voir, ils vont recevoir leur argent. C'est très rassurant, c'est important de le préciser. Si vous nous suivez, voilà, ne soyez pas désespérés si votre situation économique est tendue, ça risque de s'arranger si vous rentrez bien dans les critères, bien sûr, comme toujours. Alors, on continue avec un troisième sujet. On a parlé des conséquences économiques de la guerre. On va parler maintenant des conséquences financières de la guerre, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors, le shekel, on le sait, avait beaucoup baissé. Est-ce que ça se stabilise, Daniel ? Comme dans la première sujet, j'ai parlé d'amélioration et de stabilisation un petit peu. Alors là, c'est la même chose pour le shekel par rapport aux devises. C'est-à-dire, le shekel maintenant est pour le dollar est autour de 4 shekels, alors qu'il a été même jusqu'à 4 shekels 10. Il y a une stabilisation cette semaine. Un peu, je pense aussi par l'intervention de la Banque d'Israël qui intervient plus qu'avant, mais aussi parce que les gens ont l'impression que ça va mieux la guerre, c'est-à-dire que on a passé le pire. On a passé le pire. Il y a aussi de ça. La bourse d'ailleurs se stabilise. Elle avait beaucoup baissé, mais maintenant elle se stabilise. Et je voudrais à ce propos-là, parce que je comprends que les gens peuvent être inquiets, que ça soit pour leur retraite ou pour ce qu'on appelle leur fonds de formation, etc. Combien ils ont perdu ce mois-là, etc. Bien sûr, c'est que virtuel tant qu'ils n'ont pas pris l'argent, mais quand même, qu'est-ce qu'il en est ? En vérité, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés maintenant, c'est pas agréable, mais c'est pas dramatique. Parce que, par exemple, pour ce qu'on appelle Masouk Lali, c'est-à-dire le circuit général, c'est, en vérité, la plupart des gens sont là-dedans, que ça soit dans les formations, dans les fonds de formation Kernish Talmud, ou dans les retraites Pensia, ou dans ce qu'on appelle police Trisachon, police d'épargne. La plupart sont là-dedans parce que ça permet aux entreprises de gérer comme le mieux. Qu'est-ce que ça a été, ces mois-là? On parle de moins de 2%. Ce qui n'est pas dramatique. Et encore depuis le début de l'année, ils sont toujours positifs autour de 4%.
Pour les actions, ça a été plus dur, c'est du -4, mais si on regarde depuis le début de l'année, on est toujours positif à 5. Donc, c'est un gros coup, mais pour l'instant, on est encore bénéficiaire depuis le début de l'année dans la plupart des circuits d'épargne à moyen terme. Bon, alors ça, c'est plutôt intéressant. On peut aussi parler peut-être des locations d'appartements. Tout à fait. Alors ça aussi, ça a une importance. J'ai des questions d'ailleurs pour savoir qu'est-ce qui va se passer de l'immobilier demain, le jour d'après. Des gens se demandent est-ce que maintenant acheter. Je ne sais pas d'ailleurs comment c'est parce que effectivement, comme on a dit, les chantiers sont souvent vides. Je ne sais pas à quel niveau les promoteurs peuvent vendre ou même des gens de seconde main. Pour revenir à la location, c'est intéressant. J'ai vu plusieurs articles qui ont été sur le terrain et qui ont les renseignements à mon avis, des gens immobiliers ou autres, que ce mois-là, en octobre, il n'y aura pas d'augmentation des prix des locations comme on a eu les mois précédents. C'est vrai qu'on disait comme ça, les prix de l'immobilier de la vente baissent, mais à cause de ça, les prix de la location augmentent. Et là, on parle de 0%, même pour les nouveaux bails, parce que les gens ont eu du mal d'abord à trouver des gens qui étaient locataires, mais surtout que les locataires sont allés ou chez la famille ou ont trouvé d'autres solutions. Et donc, ça a une grande importance parce qu'en vérité, les prix de location, c'est 25% du chiffre de l'inflation. Donc, à mon avis, on verra si j'ai tort ou pas, mais dans 2 semaines, lorsqu'on aura le chiffre d'inflation, il sera, à mon avis, même meilleur que prévu. Ça veut dire, je pense même négatif, vu ce que je viens de vous dire. Bon, alors ça, c'était important d'en parler. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui nous touche au plus haut point, puisque évidemment, on sait que nos troupes sont rentrées à Gaza, et puis Gaza, c'est pas vraiment Israël. Donc, c'était compliqué de pouvoir communiquer, d'utiliser ces téléphones, mais grâce à une société israélienne, tout ça a été rendu possible. D'ailleurs, on doit leur rendre hommage parce que franchement, ils ont fait un boulot extraordinaire. En économie, on est aussi sioniste sur cette antenne. On peut l'être, en tout cas. Je voulais justement parler, la presse en a fait, d'une société qui est cotée en bourse, qui s'appelle Finergy. C'est une petite société de Kfar Saba, qui a connu des hauts et des bas. Et quelle est son idée? Elle veut fournir de l'électricité pour les entreprises de téléphones portables comme Cellcom à partir de l'énergie verte. C'est quoi l'énergie verte, en l'occurrence? C'est l'aluminium et le zinc. Et elle permet à ces entreprises-là, dans de l'électricité générale, de pouvoir avoir de l'électricité de sa propre production de cette entreprise-là. Or, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Comme on le sait malheureusement, les pylônes qui permettent de faire passer l'électricité dans ces endroits à côté de Gaza ont été détruits. Et donc, ce qui aurait pu se passer, c'est que les soldats, comme vous le venez de dire, et les gens auraient pu ne pas pouvoir, malheureusement, communiquer. Grâce à elle, pendant presque cette société, pendant 2 jours, tout le monde a pu téléphoner les uns aux autres. Et elle a été récompensée puisque je vois que depuis 2 semaines, elle a augmenté de 30% en bourse. Merci beaucoup en tout cas, Daniel. On se retrouve, comme toujours, la semaine prochaine avec d'autres nouvelles économiques. En tout cas, faites attention à vous. Vous aussi, prenez bien soin de vous.